Dans les recoins sombres de l'histoire, il y a des moments où l'humanité croyait entendre l'écho de la fin du monde. Le XIVe siècle fut l'un de ces temps. Un murmure né dans des terres lointaines voyagea caché sur le dos d'animaux et dans des entrepôts chargés de richesses. Personne ne le voyait, mais à chaque pas, il laissait des signes de mort. D'abord, ce furent des rumeurs de villages vides en Orient, puis des marchés silencieux dans des villes portuaires. Très vite, toute l'Europe découvrirait que ce n'était pas une malédiction passagère, mais une force implacable qui déchirait la vie en quelques jours. La peur prenait corps dans des corps couverts de bubons sombres, dans des toux crachant du sang, dans des voisins qui fuyaient à la vue des symptômes annonçant l'inévitable. Sans réponse médicale, la foi devint un refuge, et dans ce refuge naquit aussi la méfiance. Le regard se retourna contre des communautés entières, en particulier contre les Juifs, accusés d'empoisonner les puits et de provoquer la calamité. Des milliers furent persécutés et tués, victimes d'une haine attisée par la terreur. Ainsi commença une catastrophe qui ne dévasta pas seulement villes et campagnes, mais qui brisa aussi la confiance entre les hommes, laissant derrière elle une empreinte aussi profonde que la peste elle-même. Le murmure de la peste en Orient. Dans les plaines infinies d'Asie centrale, où les chemins semblèrent se perdre entre le sable et les montagnes lointaines, un danger silencieux commença à se former. Là vivaient des groupes nomades qui déplaçaient leurs troupeaux, des caravanes transportant des épices et de la soie, des gardes surveillant les passages et des villages formés autour de puits d'eau. Personne n'imaginait que dans les corps minuscules de rats et de puces voyageait un ennemi qui allait bientôt changer la vie de millions de personnes. Pendant des générations, les humains avaient partagé l'espace avec les rongeurs sans les considérer comme un risque. Cependant, au XIVe siècle, des signes d'un mal inconnu apparurent dans des régions isolées de Chine et d'autres zones intérieures. Dans ces villages reculés, des personnes avec une forte fièvre et des bubons sombres sur la peau mouraient en quelques jours. Comme personne ne comprenait l'origine, on pensait à des malheurs envoyés par des forces invisibles. Le concept de contagion n'existait pas encore, et chaque épidémie restait un mystère que personne ne savait expliquer. Le commerce fut le pont parfait pour son expansion. Des caravanes chargées de tissus, de métaux et d'épices traversaient déserts et montagnes, accompagnés de mules, chevaux et chameaux. Parmi les sacs de grains et les planches de bois voyageaient des rats portant des puces infectées. Lorsque ces puces tuaient un hôte, elles sautaient sur le corps des voyageurs. Ainsi, la maladie parcourait de grandes distances sans que personne ne le remarque. Les navires furent également des vecteurs de transmission. Depuis les ports d'Asie du Sud-Est et de la côte chinoise, des embarcations transportant des marchandises partèrent vers des terres lointaines. Dans les cales se cachèrent des rongeurs portant avec eux les puces porteuses du mal. À l'arrivée dans des villes surpeuplées, où l'hygiène était presque inexistante, le contagion se propageait immédiatement. Dans ces communautés côtières, la peste s'installait et s'avançait ensuite vers l'intérieur. Au début des années 1330, des signes plus clairs commencèrent à apparaître. Dans plusieurs territoires orientaux, on parlait de morts subites et des villages entiers étaient vidés. Les chroniqueurs locaux décrivirent des villages désertés, avec portes fermées et puits abandonnés. Les voyageurs évitaient de s'approcher et des rumeurs circulaient sur des lieux maudits. En réalité, c'étaient des zones ravagées par la peste où personne n'avait survécu. Le cas le plus célèbre eut lieu lors du siège de la ville génoise de Kaffa, dans la péninsule de Crimée. Là, les armées mongoles commencèrent à mourir à un rythme alarmant. Les cadavres s'accumulaient et dans une tentative désespérée, les assiégeants lancèrent des corps infectés par-dessus les murailles. Avec cet acte, la maladie entra dans la ville et se répandit rapidement. Les marchands qui réussirent à fuir en bateau emportèrent avec eux la peste, ouvrant la route vers la Méditerranée. Au cœur de l'Asie, la vie quotidienne s'est soudainement brisée. Des familles entières disparaissaient, les marchés se vidaient et les villages devenaient des lieux abandonnés. Les récits de cette époque parlaient de chemins où l'on n'entendait plus la voix d'aucun être humain. Les commerçants tentaient de modifier leurs itinéraires, mais ce faisant, ils ne faisaient que déplacer le problème vers d'autres corridors. La peur ne suffisait pas à arrêter l'échange de biens et chaque mouvement étendait davantage la maladie. Dans les villes, la densité de population et le manque de propreté facilitaient encore plus la contagion.
L'eau se contaminait facilement, les rues se remplissaient d'ordures et les animaux cohabitaient dans les mêmes espaces que les humains. Cette proximité permettait aux puces de passer rapidement d'un hôte à un autre. Il suffisait d'une nuit près des sacs de grains ou d'une simple piqûre pour que quelqu'un devienne porteur de la peste. L'expansion coïncidait avec une période de forte connexion entre l'Orient et l'Occident. La route de la soie était en pleine activité. Les ports de la mer Noire recevaient des navires de partout et les villes méditerranéennes dépendaient de ces échanges pour survivre. Ce réseau commercial fonctionnait comme un système circulatoire qui ne transportait pas seulement la richesse, mais aussi la peste. En à peine quelques années, ce qui avait commencé comme des foyers isolés se transforma en un désastre à l'échelle continentale. Le schéma se répétait, animaux comme porteurs, puces infectées, humains vulnérables et communautés détruites. La langue ou la religion n'avaient pas d'importance. La peste avançait à la même vitesse partout, laissant derrière elle silence et mort. Lorsque la peste atteignit les murs de l'Europe, elle avait déjà ravagé des villages en Asie et traversé des mers cachées dans les cales des navires marchands. Pour les Européens, il semblait qu'elle était apparue de nulle part, mais en réalité, elle avait parcouru un long chemin. Caravanes traversant les déserts, navires entrant de port en port et armées se déplaçant avec un ennemi invisible. Ce fut le début de la catastrophe. Ce qui avait commencé comme un murmure lointain en Orient se transforma en un rugissement imparable. Très vite, elle atteindrait les villes les plus peuplées d'Europe, bien qu'à ce moment-là, elle ait déjà montré que le monde était beaucoup plus connecté que ce que les gens pensaient, non seulement par la richesse qui circulait, mais aussi par la capacité de transmettre la plus grande calamité de l'époque. L'Europe avant la tempête. Au début du XIVe siècle, le continent européen donnait l'impression d'avoir un certain équilibre. Après des siècles d'invasions, d'épidémies mineures et de réorganisation des royaumes, la campagne produisait suffisamment pour nourrir la majorité, les villages grandissaient autour des châteaux et des monastères, et les villes gagnaient en importance grâce au commerce. Les récoltes permettaient de remplir les greniers, et dans de nombreux endroits, il y avait un sentiment de stabilité. Les foires rassemblaient des marchands de différentes régions. Les ateliers d'artisans recevaient des commandes constantes et les routes commerciales reliaient royaumes et villages avec un mouvement croissant. Ce n'était pas une époque de richesse abondante, mais l'idée que la vie pouvait se maintenir sans changement drastique se respirait. Dans les zones rurales, la vie tournait autour du travail agricole. Chaque famille cultivait du blé, de l'orge, du seigle ou de l'avoine, élevait des animaux et remettait une partie de la production au seigneur féodal. Bien que l'effort fût dur, il existait un équilibre entre ce qui était semé et ce qui était consommé. Les récoltes régulières garantissaient du pain, de la bière et de la nourriture pour les animaux. Les saisons et les fêtes religieuses donnaient un ordre à l'année et bien que la vie fût exigeante, elle était perçue comme stable. Dans les couvents, on copiait des manuscrits, sur les marchés, on échangeait des produits et dans les villes, les corporations organisées régissaient le travail. Le dynamisme était plus grand dans les ports. Les républiques italiennes comme Gênes et Venise entretenaient des contacts avec la Méditerranée orientale, par où arrivaient épices, tissus et articles de luxe. Au nord, la Ligue hanséatique reliait la mer Baltique à différentes villes du continent. Et en Angleterre, l'exportation de laine était la base de son économie en expansion. Cette croissance faisait penser que l'Europe vivait une période prometteuse, avec plus de population, plus de villages et un commerce en augmentation. Sous cette apparence de stabilité commencèrent à apparaître des signes de faiblesse. Le climat, qui pendant des siècles avait favorisé la production, commença à varier de façon inattendue. Ce que l'on appellerait plus tard le petit âge glaciaire apporta des hivers plus longs, de fortes pluies et des étés froids. Beaucoup de récoltes furent perdues, les champs furent inondés et les grains pourrissaient avant de mûrir. Dans les régions où l'on obtenait auparavant suffisamment de nourriture, la population commença à souffrir de pénurie. Le manque de nourriture mena à la famine. Au début du XIVe siècle, plusieurs zones d'Europe connurent de graves famines. Des familles entières réduisirent leurs rations, vendirent leurs animaux ou quittèrent leurs terres à la recherche de nourriture dans d'autres régions. Le prix du pain augmenta et la pauvreté devint plus visible dans les villes. Les chroniqueurs de l'époque racontèrent des scènes de personnes survivant en mangeant des racines, de l'écorce d'arbres ou des animaux morts trouvés sur les chemins.
L'espérance de vie diminua et les communautés perdirent de leur force. La faim est venue accompagnée de guerres qui ont encore plus déstabilisé le continent. La France et l'Angleterre ont commencé un long conflit qui serait plus tard connu sous le nom de guerre de 100 ans. Les armées parcouraient les champs agricoles, détruisaient les villages et forçaient les paysans à fuir. Les greniers étaient pillés et les récoltes étaient ruinées sous le passage des soldats et des chevaux. Sur la péninsule ibérique, la lutte contre les royaumes musulmans se poursuivait, et en Europe centrale, les affrontements entre seigneurs étaient fréquents. Le résultat fut une population affaiblie. Le manque de nourriture réduisait la résistance à toute maladie et la violence des guerres laissait des communautés entières sans ressources. Les remparts des villes protégeaient contre les attaques extérieures, mais à l'intérieur, la promiscuité et le manque d'hygiène augmentaient les risques. Les rues étroites accumulaient les déchets, les puits se contaminaient et les animaux cohabitaient avec les personnes dans les cours fermées. Ce qui semblait auparavant être de l'ordre commença à se transformer en insécurité. Les paysans qui dépendaient de saisons régulières ne pouvaient plus faire confiance au climat. Les pluies abîmaient les semailles, les hivers prolongés tuaient les animaux et le manque de nourriture générait des tensions avec les seigneurs féodaux qui continuaient d'exiger des rentes. Sur les marchés, les plaintes et les rumeurs de mauvais temps abondaient. Les chroniqueurs de l'époque voyaient en ces années un prélude à la calamité. La combinaison de la faim, des guerres et des épidémies de maladies mineures faisait sentir à la population que des forces incontrôlables pesaient sur eux. Chaque catastrophe semblait annoncer une autre plus grande. Les clercs expliquèrent ces malheurs comme des châtiments divins et les processions de pénitence se multipliaient dans les villages et les villes. Les paysans et artisans, pour leur part, cherchaient des moyens de survivre dans une vie de plus en plus dure. À mesure que la première moitié du XIVe siècle avançait, la population était épuisée. Le nombre d'habitants avait trop augmenté par rapport aux ressources disponibles et les terres cultivables ne suffisaient pas pour nourrir tout le monde. Le climat s'aggravait et la pression sociale augmentait. Cette combinaison laissait des millions de personnes dans un état de vulnérabilité. Le continent était, sans le savoir, préparé à un désastre majeur. Ce n'était pas seulement la force de la peste qui causa la catastrophe, mais aussi la faiblesse accumulée par des années de famine, de guerre et d'insécurité. Ainsi, l'Europe se trouvait divisée entre l'espoir généré par le commerce et la misère laissée par les champs ruinés par les pluies et les conflits. Cette contradiction a marqué la vie du XIVe siècle, un monde qui semblait stable, mais qui était en réalité au bord de l'effondrement. L'arrivée de la mort noire. En l'an 1347, plusieurs navires génois qui avaient échappé au siège de la ville de Caffa arrivèrent dans des ports de la Méditerranée. Parmi leurs cales, en plus des épices et des tissus, voyageaient des rats infestés de puces portant le germe de la peste. Les marins descendirent malades, certains avec de fortes fièvres et des bubons sombres sur la peau. Pour ceux qui vivaient dans les villes côtières, ces bateaux semblaient apporter la prospérité, mais en réalité, ils transportaient le début d'une tragédie sans précédent. La première épidémie européenne fut détectée à Messine, sur l'île de Sicile. La population fut terrifiée en voyant les marins nouvellement arrivés tomber morts dans les rues en quelques jours. La peur poussa de nombreux habitants à fuir vers l'intérieur, emportant avec eux le contagion. La maladie voyagea sans obstacle vers Gênes, Venise et Pise. Le commerce maritime, qui avait été la base de la richesse italienne, se transforma soudainement en le canal idéal pour propager le mal. Chaque navire arrivant d'Orient se met un nouveau foyer d'infection. Alors que les bateaux diffusaient la peste par mer, les routes terrestres la transportaient vers villages et villes. Commerçants, pèlerins et voyageurs devinrent des porteurs sans le savoir. À chaque étape, les contagions se multipliaient. En France, le premier point fut Marseille, d'où la peste remonta jusqu'à Avignon, résidence du pape, puis atteignit Paris. Dans la péninsule ibérique, Barcelone devint l'une des premières portes d'entrée, et de là la peste atteignit Valence et Saragosse. En Angleterre, la peste traversa la Manche sur des navires qui touchaient les ports du sud. L'avancée était si rapide qu'elle en devenait incompréhensible. Un marché pouvait être plein de vie un jour et, le lendemain, devenir un lieu désolé avec des dizaines de corps enterrés dans des fosses communes. Les rumeurs se répandaient plus vite que les voyageurs. On parlait de villages entiers disparus,
de familles mourant sans pouvoir être soignées, de quartiers fermés du jour au lendemain. À mesure que l'année 1348 avançait, une grande partie de l'Europe occidentale était déjà infectée et l'année suivante, le mal s'était étendu à l'Angleterre, l'Allemagne et la Scandinavie. Les scènes étaient similaires partout. Des familles enfermées dans leurs maisons, des cloches d'église sonnant jour et nuit, des cimetières si pleins qu'on creusait d'énormes fosses pour enterrer collectivement les corps. Les chroniqueurs décrivaient des villes silencieuses, avec rues fermées et fenêtres barricadées. Les survivants osaient à peine sortir, et ceux qui le faisaient marchaient avec méfiance, craignant de croiser un voisin malade. La propagation fut favorisée par le même réseau social et économique qui avait soutenu la prospérité européenne. Les foires, où se réunissaient des commerçants de multiples régions, les pèlerinages religieux constants et les routes commerciales très fréquentées permirent à la peste de se déplacer sans obstacle. Ce qui avait été une source de richesse se transforma en un canal de destruction. Les médecins essayaient d'expliquer ce qui se passait. Certains affirmaient que les mauvaises odeurs de l'air étaient responsables, d'autres pensaient qu'il s'agissait d'un châtiment divin. Dans les maisons, on brûlait des herbes aromatiques, on fermait les fenêtres pour empêcher l'entrée d'air corrompu et on organisait des processions pour demander la clémence. Aucune mesure ne se révéla efficace et les morts augmentaient chaque jour. Les autorités locales ont tenté d'imposer des contrôles. Dans certains endroits, elles ont interdit l'entrée des voyageurs, dans d'autres, elles ont ordonné de brûler les biens des défunts. À Venise, on a commencé à isoler les malades dans des bâtiments séparés, pratique qui donnera plus tard naissance au concept de quarantaine. Cependant, dans les premières années, l'ignorance était totale et toute action arrivait trop tard. La maladie avançait toujours plus vite que les mesures. Les villages ont également subi des changements radicaux. Les champs sont restés en friche parce que les paysans mouraient ou fuyaient. Les moulins ont cessé de tourner, les tavernes ont fermé et les routes sont devenues solitaires. Même ceux qui cherchaient refuge dans les forêts ou les montagnes finissaient par être contaminés lorsque la peste atteignait les voyageurs ou les soldats de passage. La peur s'est étendue à toutes les classes sociales. Les nobles dans leurs châteaux, les clercs dans les monastères et les paysans dans les villages ont souffert de la même manière. La peste traversait les murailles et les frontières sans difficulté. Bien que les pauvres souffraient davantage par manque de soins, la maladie ne faisait pas de distinction entre riches et humbles. En moins de 3 ans, entre 1347 et 1350, l'Europe a perdu près de la moitié de sa population. Les calculs contemporains évoquent des dizaines de millions de morts, un chiffre inimaginable pour ceux qui le vivaient. De nombreux villages ne furent jamais réoccupés et des villes prospères furent réduites de moitié. La rapidité était ce qui inquiétait le plus. Un marchand malade pouvait transporter la peste dans une autre ville en quelques jours, initiant une chaîne de contagion. Un navire pouvait partir d'un port infecté et arriver dans un autre avant que son équipage ne meure, propageant la peste à son débarquement. Cette vitesse laissait les autorités incapables de réagir. Pendant ce temps, les explications se multipliaient. Dans certains endroits, on pensait que l'eau était empoisonnée, dans d'autres, on accusait des communautés entières d'avoir provoqué la catastrophe. On affirmait même que les astres avaient altéré l'ordre du monde. Aucune de ces idées n'arrêtait la progression de la maladie, mais toutes alimentaient la panique collective. Ce qui est resté gravé dans les chroniques, c'est le sentiment de fatalité. Les navires chargés d'épices et de tissus, qui représentaient autrefois la richesse, sont devenus des porteurs de ruines. Les caravanes qui apportaient auparavant la prospérité aux foires médiévales se transformaient en canaux de mort. En quelques mois, ce qui symbolisait le progrès est devenu un vecteur de destruction. C'est ainsi que la peste noire a traversé les frontières de l'Europe et s'est installée à l'intérieur. Personne n'était préparé à y faire face et son arrivée a tracé une ligne qui a divisé l'histoire. Des ports méditerranéens aux villages les plus reculés, la peste se déplaçait avec une force imparable, laissant un continent méconnaissable. Signe de la fin du monde, les symptômes. Lorsque la peste noire a commencé à se répandre en Europe, ce qui effrayait le plus n'était pas seulement la rapidité avec laquelle elle emportait des vies, mais la manière dont elle se manifestait sur les corps. Dans les rues et les maisons apparaissaient des malades avec des signes qui semblaient annoncer la mort de manière immédiate.
Ces symptômes sont devenus des images gravées dans la mémoire collective et ont donné naissance à des récits parlant de la fin du monde. La variante la plus courante était la peste bubonique. Son nom venait des bosses qui apparaissaient à différents endroits du corps, cou, aisselle ou haine. Ces gonflements croissaient rapidement, atteignaient la taille d'un petit fruit et devenaient sombres. La douleur qu'ils provoquaient était si intense que ceux qui en souffraient pouvaient à peine bouger. À cette souffrance s'ajoutaient fièvre élevée, frissons, vomissements et extrême faiblesse. Souvent, les membres de la famille qui essayaient de soigner les malades observaient, impuissants, la peau noircir et le corps se consumer en quelques heures. Une autre forme de la maladie était la peste pneumonique, qui attaquait directement les poumons. Les premiers signes étaient fièvre et toux violente, mais bientôt, le sang apparaissait dans la salive et la respiration. La douleur thoracique était insupportable et en quelques jours, la personne s'étouffait dans son propre sang. La grande crainte de cette variante était qu'elle se transmettait par l'air, à chaque toux ou éternuement, ce qui permettait de décimer des communautés entières en très peu de temps. Il existait aussi la peste septicémique, moins fréquente mais encore plus létale. Dans ce cas, le poison circulait dans le sang dès le départ, produisant des taches sombres sur la peau et provoquant la mort dans un délai beaucoup plus court. Les récits de l'époque décrivent des personnes tombant mortes presque sans avertissement, après quelques heures de fièvre et d'hémorragies internes. Pour ceux qui assistaient à la scène, c'était comme voir la vie s'éteindre d'un coup sans possibilité d'aide. Les symptômes ne dévastaient pas seulement ceux qui en souffraient, ils provoquaient aussi une peur indescriptible chez ceux qui étaient proches. Il suffisait de voir quelqu'un avec des bubons ou d'entendre la toux sanglante d'un voisin pour que tout le quartier entre en panique. La maladie transformait la vie en communauté en méfiance, les parents s'éloignaient, les amis fuyaient et les voisins fermèrent leurs portes. La simple présence de ces signes physiques rompait la solidarité et semait l'abandon. Dans les cimetières, la même scène se répétait. Les fossoyeurs, habitués à manipuler des cadavres, se retrouvaient face à des corps noircis, gonflés et couverts de taches. Les prêtres venus administrer les derniers rites tombaient souvent malades à force d'être si proches des mourants. Cette chaîne de contagion faisait d'eux de nombreuses victimes supplémentaires. La peur n'était pas seulement chez les malades visibles, mais aussi chez les apparemment sains qui tombaient soudainement foudroyés. L'incertitude sur qui serait le suivant alimentait les rumeurs. On parlait de poisons jetés dans les puits, de châtiments célestes et de forces maléfiques parcourant les rues. La seule certitude était que les corps offraient des signes reconnaissables par tous, et ces signes semblaient annoncer la destruction totale de la communauté. Les chroniqueurs de l'époque décrivaient des scènes qui impressionnaient même les générations suivantes. Dans une maison, plusieurs membres d'une famille pouvaient avoir des bubons de la taille d'un œuf, certains agonisant tandis que d'autres gisaient déjà morts dans la même pièce. À d'autres occasions, les voisins trouvaient des habitations fermées où tous étaient décédés sans recevoir d'aide. Cette accumulation d'images renforçait l'idée qu'il s'agissait de la fin des temps. L'impact psychologique était aussi fort que physique. Ceux qui survivaient à la fièvre ou au bubon étaient marqués par l'expérience d'avoir vu mourir frères, parents ou enfants avec les mêmes symptômes. Cette association de signes visibles et de morts rapides a laissé une empreinte profonde dans la mémoire de l'Europe. Pendant des siècles, toute épidémie ultérieure a été comparée à ces signes devenus inconfondables. Les variantes de la peste ne se présentaient pas toujours séparément. Souvent, un malade commençait avec des bubons et développait ensuite une toux sanglante ou bien souffrait d'une forte fièvre qui se transformait rapidement en septicémie. Ce mélange de formes rendait tout traitement plus difficile et augmentait la perplexité des médecins, incapables de comprendre comment un même mal pouvait se manifester de manière si différente. Les rues des villes étaient des témoins constants de cette diversité de symptômes. On voyait des malades se traîner, des familles transportant sur des charrettes leurs proches couverts de bubons et des processions de cadavres qui laissaient derrière elles l'odeur de la mort. Chaque espace urbain devenait un rappel visible du pouvoir de la peste. Avec le temps, la population commença à identifier les signes comme des signaux inévitables de mort. Il suffisait d'une bosse sombre sur la peau pour supposer que la personne ne survivrait pas. Cette certitude provoquait l'abandon. Les parents éloignaient leurs enfants, les époux leurs épouses, les voisins leurs voisins. La peur surpassait tout lien
et les symptômes se transformaient en une marque sociale isolant immédiatement le malade. Les témoignages insistent sur le fait que la peste ne tuait pas seulement, elle décomposait aussi la confiance dans la communauté. La peur des symptômes transforma la vie quotidienne en un scénario de suspicion constante. Cette fracture du tissu social fut l'une des traces les plus profondes de l'épidémie, car elle transforma la douleur physique en un phénomène collectif détruisant l'idée de sécurité partagée. Les signes visibles, en résumé, étaient à la fois un avertissement de mort imminente et un moteur de terreur généralisé. Cette double condition explique pourquoi le souvenir des symptômes est resté si gravé dans la mémoire de l'Europe, au point d'être évoqué pendant des générations comme s'il s'agissait de signes de la fin du monde. Dieu contre la peste, réponse sociale et religieuse. Lorsque la peste commença à ravager les villages et les villes, la population chercha des réponses dans la foi. Les explications médicales s'avéraient insuffisantes et l'ignorance sur l'origine de la maladie conduisit des millions de personnes à penser qu'il s'agissait d'un châtiment divin. Cette idée a marqué la manière dont la société a affronté la catastrophe et a façonné de multiples expressions religieuses et sociales. Les églises se remplirent de fidèles demandant miséricorde. Dans les villages et les villes, les temples étaient le théâtre de prières constantes. Des processions étaient organisées où hommes, femmes et enfants marchaient pieds nus, priant et chantant des hymnes de supplication. Beaucoup portaient des cierges allumés, d'autres transportaient des croix ou des images de saints, et certains se flagellaient publiquement pour montrer leur repentir des péchés collectifs. Ces scènes étaient courantes en Allemagne, en Italie et dans d'autres régions, où les foules croyaient que seule la pénitence pouvait arrêter la calamité. Le clergé, cependant, n'était pas toujours d'accord sur la manière de répondre. Certains prêtres appelaient au calme et demandaient solidarité, mais d'autres alimentèrent l'idée qu'il fallait expier les péchés par des châtiments physiques. La hiérarchie ecclésiastique, surtout à Avignon, tenta de modérer les excès des flagellants, bien que le désespoir des gens donnât force à ces mouvements. Dans de nombreux endroits surgissaient des groupes parcourant les villages en se frappant avec des fouets, convaincus que leur douleur apaiserait la colère de Dieu. Ces flagellants marchaient en longues files, vêtus de tuniques, chantant des psaumes et proclamant que leur pénitence sauverait la communauté. Bien qu'au début ils fussent respectés, les autorités ecclésiastiques commencèrent bientôt à les considérer comme un risque, car ils défiaient le contrôle de l'Église et pouvaient provoquer des troubles. La recherche de coupables devint également une constante. Dans plusieurs régions, les communautés juives furent accusées d'empoisonner les puits ou de propager délibérément la peste. Rumeurs et accusations sans preuve déclenchèrent des persécutions violentes. Il y eut des pogroms dans les villes allemandes, françaises et suisses, où des milliers de juifs furent tués ou expulsés. Ce phénomène montra comment la peur pouvait se transformer en haine envers des minorités déjà soumises à la ségrégation. Les musulmans vivant dans la péninsule ibérique subirent également des soupçons, bien que dans une moindre mesure. Dans certains cas, ils furent accusés d'attirer le malheur par leurs pratiques et furent soumis à une surveillance plus stricte. Ainsi, la peste devint non seulement une crise sanitaire, mais aussi un prétexte pour renforcer d'anciennes divisions sociales et religieuses. Parallèlement, la dévotion envers certains saints considérés comme protecteurs contre les épidémies augmenta. Saint-Roch, Saint-Sébastien et la Vierge furent invoqués en de nombreux lieux. Images, reliquaires et autels se multiplièrent comme symboles d'espoir. Des familles entières promettaient des offrandes si elles survivaient à la peste, et des communautés construisaient des chapelles en remerciement lorsqu'elles sortaient du désastre. Les pratiques funéraires changèrent également sous influence religieuse. Comme les cimetières se saturaient, les autorités autorisaient des enterrements de masse dans des champs proches des villes. Les prêtres parvenaient à peine à bénir les corps avant qu'ils ne soient recouverts de terre. Dans de nombreux cas, des rituels complets furent omis, ce qui engendrait chez les survivants un sentiment d'abandon spirituel. Cette absence de cérémonie traditionnelle augmentait l'angoisse, car on pensait que les morts privés de rites adéquats erreraient sans repos. Les ordres religieux ont joué un rôle important au milieu de la crise. Moines et moniales soignaient les malades dans des hôpitaux improvisés, bien qu'eux-mêmes finissèrent par être contaminés. De nombreux monastères ont perdu une grande partie de leur population. Ce dévouement, cependant, a renforcé le prestige de certains ordres, tandis que d'autres ont été affaiblis par d'énormes pertes.
La peste a également affecté la relation entre le peuple et l'Église. Pour beaucoup, l'incapacité du clergé à arrêter la catastrophe était une source de méfiance. Le pape à Avignon est même arrivé à s'entourer de bûchers allumés, croyant que la fumée purifierait l'air, ce qui a été perçu par certains comme un signe de peur plutôt que de leadership spirituel. Cette perception a affaibli l'autorité de l'Église dans certains lieux, bien qu'elle ait renforcé ailleurs la nécessité de s'accrocher à la foi. Dans les sermons, on insistait sur l'idée de repentance collective. On prêchait que la peste était une conséquence de l'avidité, de la luxure et de l'orgueil, et que seul un changement moral profond pouvait l'arrêter. Ces paroles ont influencé la vie quotidienne. De nombreuses personnes donnaient des biens à l'Église, organisaient des jeûnes et promettaient des pèlerinages. En même temps, certains profitaient de la situation pour s'enrichir en vendant de fausses reliques ou en promettant des guérisons miraculeuses. Au milieu du désespoir, des visions apocalyptiques sont apparues. La croyance que la peste était le prélude de la fin du monde s'est répandue. On se souvenait de passages bibliques parlant de fléaux et de châtiments divins. Dans ce climat de peur, certains prophètes locaux annonçaient des révélations, affirmant avoir reçu des messages célestes avertissant de la nécessité de se repentir. Bien que la plupart de ces voix aient disparu après l'épidémie, elles ont eu à l'époque une grande influence. La religion a également influencé la manière d'interpréter la guérison. Lorsque dans certains lieux la peste reculait, on l'attribuait au succès des processions, des pénitences ou des prières. Cette interprétation renforçait la croyance en l'action directe du sacré dans la vie quotidienne. Cependant, lorsque de nouvelles flambées revenaient les années suivantes, la confiance se fissurait à nouveau. La réponse sociale et religieuse face à la peste a montré la fragilité de la société médiévale. La foi était un refuge, mais aussi un terrain de tension, de division et de violence. Il y avait de la solidarité dans les processions et dans l'aide des moines et moniales, mais aussi des persécutions et des lynchages. La religion servait de réconfort et d'explication, bien qu'elle n'ait pas offert de solution réelle face à l'avancée de la maladie. C'est l'un des grands héritages de la peste. Elle a montré comment, en l'absence de science et de connaissances médicales, la foi et la religion sont devenues le principal cadre d'interprétation d'une catastrophe. La manière dont l'Europe a réagi spirituellement a défini une grande partie de sa vie sociale dans les années suivantes, laissant des traces qui ont perduré bien après que la peste ait disparu. Édimbourg, une ville prise dans la peste. Dans le nord des îles britanniques, Édimbourg est devenu un exemple clair de la façon dont la peste pouvait transformer complètement la vie d'une ville. Située entre des collines et connectée à des routes commerciales qui la liaient à l'Angleterre et au continent, elle semblait au début être protégée par sa distance relative des grands ports méditerranéens. Cependant, cette sensation de sécurité ne dura pas longtemps. Dès que les navires infectés arrivèrent dans le sud de l'Angleterre et que la peste franchit la frontière vers l'Écosse, Édimbourg se retrouva exposée comme n'importe quelle autre ville européenne. La ville avait un tracé de rues étroites, des maisons hautes et des cours intérieures où vivaient des familles entières avec des animaux. Cette concentration favorisait la propagation de toute maladie. Lorsque les premiers cas apparurent, les rumeurs se répandirent rapidement. On parlait de voisins avec des bubons cachés dans leurs vêtements, de commerçants toussant du sang sur les marchés et de familles entières qui ne rouvriraient jamais leurs portes. Les autorités locales tentèrent de réagir. Des patrouilles furent organisées pour parcourir les rues et identifier les maisons infectées. À ces habitations, on apposait un signe à l'entrée et on ordonnait l'isolement de tous ceux qui y vivaient. Parfois, les gardes allaient jusqu'à clouer les portes pour empêcher quelqu'un de s'échapper. Cet enfermement équivalait souvent à une condamnation à mort, car malades et sains restaient ensemble, sans possibilité de recevoir de l'aide. Les cimetières commencèrent à se remplir rapidement. Comme l'espace manquait, on creusait des fosses communes à la périphérie de la ville. Des dizaines de corps y étaient enterrés chaque jour, avec à peine une bénédiction rapide d'un prêtre. Les voisins encore vivants observaient ces fosses avec horreur, sachant qu'eux-mêmes pouvaient bientôt y finir. La vie quotidienne fut radicalement bouleversée. Les marchés, qui étaient auparavant le cœur de la ville, se vidèrent. Les artisans cessèrent de travailler, les ateliers fermèrent et les tavernes restèrent désertes. Seules quelques boulangeries et des étals d'eau restaient ouverts, tenus par des personnes travaillant à distance ou avec des protections improvisées.
Le bruit des crieurs fut remplacé par le son constant des cloches funéraires. Dans les quartiers les plus pauvres, où les maisons étaient plus petites et partagées par plusieurs familles, la peste frappa avec une force particulière. Là, il n'y avait pas d'espace pour isoler les malades et la vie quotidienne accéléra la contagion. Les rues se remplirent d'odeurs insupportables et dans de nombreux endroits, les voisins allumaient des feux avec des herbes pour tenter de purifier l'air. Cette fumée devint une présence constante, mêlée à celle des fours qui brûlaient sans cesse les vêtements et les biens des morts. Les classes aisées tentèrent de fuir vers la campagne, se réfugiant dans des maisons seigneuriales éloignées. Certains réussirent à s'en sortir, mais beaucoup emportèrent la maladie avec eux et provoquèrent de nouvelles épidémies dans les villages ruraux. Ceux qui restèrent en ville n'étaient pas non plus à l'abri. Même s'ils pouvaient payer des soins plus coûteux et s'isoler dans des logements plus vastes, les contagions touchaient tout le monde sans distinction. Les registres de l'époque mentionnent le travail des fossoyeurs, connus sous le nom de « porteurs de la peste ». Ces hommes parcouraient la ville en charrette pour ramasser les cadavres, protégés seulement par des tissus imbibés de vinaigre pour supporter l'odeur. Ils étaient des figures redoutées et en même temps nécessaires. Souvent, ils mouraient eux-mêmes en accomplissant leurs tâches, remplacés immédiatement par d'autres qui assumaient le même destin. Dans certains quartiers, le désespoir a conduit à des pillages. Les maisons abandonnées étaient dévalisées à la recherche de nourriture ou de biens, sans se soucier du risque de contagion. Les gardes essayaient d'imposer l'ordre, mais leur nombre diminuait chaque semaine car eux aussi tombaient malades. Cette perte de contrôle augmentait la sensation que la ville était plongée dans le chaos. La religion restait présente dans la vie d'Édimbourg, bien que d'une manière différente de celle observée dans d'autres régions. On organisait des prières collectives dans des places ouvertes où l'on demandait protection à Dieu sans entrer dans des temples fermés par peur du contagion. Les ministres presbytériens prêchaient en plein air, insistant sur la nécessité de se repentir et d'accepter la volonté divine. Pour de nombreux habitants, ces réunions étaient le seul moment de contact humain en dehors de l'enfermement dans leur maison. La peste a également transformé les relations sociales. Des voisins qui partageaient auparavant des aliments commencèrent à s'éviter. Les familles qui s'entraidaient habituellement en temps de besoin fermaient portes et fenêtres pour se protéger. La peur du contagion réduisait la solidarité au minimum et la ville devenait un lieu où la méfiance dominait sur tout autre sentiment. Au fil des mois, Édimbourg fut pratiquement paralysé. Les routes d'accès furent fermées, les caravanes cessèrent d'arriver et le commerce s'arrêta. Ceux qui survivaient sortaient dans des rues vides, avec des boutiques fermées et des maisons barricadées. L'image de la ville ressemblait à celle d'un décor désert, interrompu seulement par le passage des fossoyeurs et la fumée des bûchers. Lorsque la peste commença à se retirer, ce qui restait était une ville très différente de celle qui avait existé auparavant. Des milliers d'habitants étaient morts, des quartiers entiers se vidèrent et l'économie locale était détruite. Les ateliers mirent des années à rouvrir et beaucoup ne se remirent jamais. Le souvenir de ces semaines de silence et de mort resta gravé dans la mémoire des survivants comme l'expérience la plus terrible de leur vie. Le souvenir d'Édimbourg pendant la peste devint un symbole de la souffrance urbaine dans toute l'Europe. Bien que chaque ville ait eu sa propre histoire, l'image de rues étroites transformées en corridors de la mort, de cloches sonnant sans cesse et de familles enfermées dans des maisons closes représentait le destin d'innombrables communautés piégées dans la même tragédie. Docteurs, masques et remèdes mortels. L'arrivée de la peste noire a mis à l'épreuve la médecine médiévale et ce qui s'est révélé fut l'énorme fragilité des connaissances de l'époque. Les médecins, formés dans des universités qui enseignaient encore des doctrines anciennes, se sont confrontés à une maladie qu'ils ne comprenaient pas et pour laquelle ils n'avaient pas de réponse efficace. Cependant, leurs tentatives sont restées gravées dans la mémoire par la manière si visible dont ils ont essayé de combattre l'invisible. Une des images les plus mémorables est celle du médecin vêtu d'un long manteau ciré, de gants, de bottes hautes et, surtout, d'un masque à bec allongé couvrant son visage. Ce bec était rempli d'herbes aromatiques, d'épices ou de vinaigre, car on croyait que les mauvaises odeurs de l'air étaient responsables de la maladie. L'idée était de filtrer et purifier ce qu'il respirait, bien que ces protections fussent en réalité inutiles.
Pourtant, la figure du docteur de la peste est restée comme symbole de la lutte humaine contre l'inconnu. Le savoir médical tournait autour de théories anciennes sur les humeurs du corps. On pensait que la santé dépendait de l'équilibre entre le sang, la bile noire, la bile jaune et le flegme. Selon cette croyance, l'un des remèdes les plus courants était la saignée. Extraire du sang pour réduire ce que l'on considérait comme un excès nocif. Les malades se voyaient ouvrir les veines ou appliquer des sangsues, les affaiblissant encore plus à un moment où ils avaient besoin de conserver leur force. D'autres traitements consistaient à poser des ventouses chaudes sur la peau, à brûler des herbes autour du patient ou à le faire inhaler de la fumée de résine. Parfois, on appliquait des emplâtres d'oignons, d'ail ou d'excréments d'animaux directement sur les bubons, dans l'espoir que le poison sorte du corps. Aucun de ces méthodes ne fonctionnait et beaucoup accéléraient la mort. L'ignorance générant des contradictions. Certains médecins recommandaient d'éviter les bains car l'eau ouvrait les pores et laissait entrer l'air contaminé. D'autres, au contraire, prenaient des bains fréquents avec des herbes comme forme de purification. Le résultat était que les familles essayaient tout ce qu'elles entendaient dans une tentative désespérée de sauver les leurs. L'échec de la médecine officielle n'est pas passé inaperçu auprès de la population. Avec le temps, les gens ont commencé à se méfier des docteurs, convaincus que leurs remèdes étaient inutiles voire dangereux. Dans certains endroits, les médecins ont été attaqués ou expulsés, accusés de profiter de la souffrance pour s'enrichir. Cette perte de confiance a ouvert la place à des pratiques religieuses et superstitieuses qui rivalisaient avec les solutions médicales. Les médecins étaient cependant aussi des victimes. Beaucoup d'entre eux tombaient malades en soignant les patients et mouraient avec eux. Le costume avec le masque à bec a été utilisé surtout dans les régions italiennes et françaises, mais même là, ceux qui le portaient finissaient par être contaminés. Malgré cela, leur figure est devenue une partie de l'imaginaire européen. Des années plus tard, artistes et chroniqueurs évoquèrent ces médecins comme rappel de l'impuissance humaine face à la peste. Les villes ont tenté d'organiser un certain type de contrôle sanitaire à partir de l'expérience des médecins. À Venise, par exemple, des lazarets ont été établis, des bâtiments destinés à isoler les malades. Ceux qui présentaient des symptômes y étaient internés, séparés du reste de la population. Bien que rudimentaire, ce fut l'une des premières tentatives d'appliquer des mesures d'isolement systématique. Dans d'autres villes, des périodes d'attente ont commencé à être imposées aux navires arrivant de ports infectés. De cette pratique est né le terme « quarantaine », qui signifiait maintenir les embarcations isolées pendant plusieurs semaines avant de permettre le débarquement. Le désespoir a également conduit à une prolifération de guérisseurs et de charlatans. Dans les rues, on proposait des amulettes, des potions et des poudres qui promettaient l'immunité. Certains vendaient des pièces d'os ou de petits reliquaires en assurant qu'ils protégèrent contre le mal. D'autres distribuaient des écrits avec des formules magiques ou des breuvages censés contenir des secrets venus d'Orient. La plupart de ces pratiques n'avaient aucun effet, mais prospéraient grâce à la peur collective. Dans le domaine domestique, les familles appliquaient des remèdes maison. On suspendait des bouquets de plantes aromatiques aux fenêtres, on brûlait du genévrier dans les pièces, ou on aspergeait les murs de vinaigre. Dans les champs, des feux étaient allumés autour des villages, croyant que la fumée empêchait la maladie d'entrer. Aucune de ces mesures n'a réussi à arrêter la peste, bien qu'elles aient donné aux habitants le sentiment de faire quelque chose face à l'inévitable. La médecine de l'époque a également montré ses limites dans les écrits. Les traités qui tentaient de décrire la peste recueillaient des observations de symptômes et des recommandations, mais se terminaient presque toujours par des formules religieuses ou des appels au repentir. Cela montre que les médecins ne parvenaient pas à séparer complètement leurs connaissances pratiques des croyances spirituelles dominantes. L'impact de la peste sur la profession médicale fut durable. De nombreux médecins sont morts, d'autres ont abandonné leur travail et certains survivants ont commencé à réfléchir à la nécessité d'étudier avec plus de rigueur. Dans les décennies suivantes, l'expérience de la peste a alimenté un lent changement vers l'observation empirique et la création d'hôpitaux mieux organisés, bien qu'il faille encore des siècles pour que de véritables explications scientifiques apparaissent. Pendant les années les plus dures, l'image laissée dans la population fut celle de médecins impuissants, de masques grotesques et de remèdes qui ressemblaient davantage à des punitions qu'à des cures. Cette mémoire resta vivante pendant des générations
évoqué avec peur et aussi avec ironie. Le souvenir des masques à bec, des saignées et des potions absurdes devint un symbole de la vulnérabilité humaine face à des forces qu'elle ne pouvait pas contrôler. La peste noire n'a pas seulement dévasté les villes et les familles, elle a également exposé les limites du savoir médical médiéval. Elle a montré que la science de l'époque était encore liée à des théories anciennes et à des croyances erronées, et que la réponse face à un ennemi aussi puissant fut plus un reflet du désespoir qu'un effort efficace. Cette impuissance resta gravée dans la mémoire européenne comme l'une des leçons les plus amères de la catastrophe. L'écho de la peste dans l'histoire. Lorsque les poussées les plus intenses de la peste commencèrent à céder, l'Europe n'était plus la même. En à peine quelques années, la maladie avait réduit de manière drastique la population, ravageant des villes entières et laissant des villages déserts. Le vide humain devint une blessure visible dans tout le continent. On estime qu'entre un tiers et la moitié des habitants européens moururent, une perte qui changea à jamais la structure de la société. Les régions les plus touchées montraient des champs abandonnés et des maisons en ruine. Les routes qui reliaient autrefois les villages restèrent vides, couvertes de mauvaises herbes. Certaines communautés ne se repeuplèrent jamais et la mémoire de ces lieux disparut avec le temps. Même dans les grandes villes, des quartiers entiers furent inhabités, avec ateliers et marchés fermés pendant des décennies. La diminution de la population eut un effet immédiat sur l'économie. Avec moins de paysans disponibles, la terre restait là, mais la main-d'œuvre se faisait rare. Les survivants commencèrent à négocier de meilleures conditions avec les seigneurs féodaux, ce qui rompit d'anciens équilibres. En Angleterre, par exemple, les paysans exigèrent des salaires plus élevés et la liberté de se déplacer, ce qui entraîna des tensions sociales et des rébellions. Le système féodal, qui montrait déjà des signes d'épuisement, se fissura rapidement. Dans le domaine urbain, le manque de travailleurs obligea à assouplir les règles. Les corporations d'artisans durent accepter de nouveaux apprentis et réduire les restrictions. Cela ouvrit la possibilité de promotion sociale à ceux qui étaient auparavant confinés à des métiers secondaires. De nombreux héritiers reçurent des terres, des maisons ou des ateliers après la mort de leurs proches, permettant une certaine mobilité sociale qui semblait auparavant impossible. Cette reconfiguration donna lieu à de nouvelles dynamiques dans les villes, bien que pas toujours de manière ordonnée. L'Église, institution centrale dans la vie médiévale, subit également des transformations. La mort massive de clercs affaiblit monastères et paroisses. L'incapacité de la hiérarchie à offrir des explications convaincantes ou à stopper la peste provoqua la méfiance d'une partie de la population. En même temps, les expressions religieuses populaires, comme les processions ou les cultes aux saints protecteurs, gagnèrent en importance. Ce contraste entre autorité affaiblie et dévotion populaire marquerait la relation future entre l'Église et les fidèles. Sur le plan culturel, la peste laissa une empreinte profonde. L'art et la littérature commencèrent à refléter l'obsession de la mort. Apparurent des représentations macabres telles que les « danses de la mort », dans lesquelles des squelettes conduisaient nobles, paysans et rois vers le même destin. Ces images montraient l'idée que la mort ne faisait pas de distinction et que tous partageaient la même fragilité. La vision du monde devint plus sombre, mais aussi plus consciente de la valeur éphémère de la vie. La mémoire de la peste s'est transmise de génération en génération. Même des siècles plus tard, chaque nouvelle épidémie était comparée à ce désastre. Les histoires de rues vides, de cloches funèbres et de villages abandonnés sont devenues des avertissements permanents. Cette mémoire collective a façonné la manière de percevoir la maladie, la peur et la vulnérabilité humaine. Le commerce international s'est également transformé. L'interruption des routes et la pénurie de produits ont obligé à réorganiser les échanges. Certaines familles marchandes qui ont survécu se sont enrichies en occupant la place de rivaux décédés. En Méditerranée, de nouvelles villes ont émergé comme centres commerciaux et à long terme, ce réajustement a contribué à la croissance qui mènerait plus tard à la Renaissance. En politique, la perte massive de population a modifié la relation entre gouvernants et gouvernés. Les seigneurs féodaux, affaiblis par le manque de paysans, ont perdu du pouvoir. Les rois, en revanche, ont profité de la situation pour renforcer leur monarchie, consolidant des structures plus centralisées. Cette transition a ouvert la voie à des changements dans l'organisation du pouvoir qui se développeraient dans les siècles suivants.
La peste a également influencé la manière de comprendre l'hygiène et la santé publique. Bien que les connaissances médicales étaient encore limitées, l'expérience de la catastrophe a semé l'idée que l'isolement, la propreté et le contrôle des déplacements étaient des mesures nécessaires. Des villes comme Venise ont développé des systèmes de quarantaine pour les navires et les voyageurs qui se sont perfectionnés avec le temps. Ce fut un antécédent direct des pratiques sanitaires modernes. Sur le plan social, la tragédie a provoqué un sentiment généralisé de méfiance. L'expérience de voisins abandonnant les malades, de familles s'isolant et de communautés persécutant des minorités a laissé des cicatrices dans le tissu social. Cependant, de nouvelles formes de solidarité sont également apparues dans certains endroits, notamment parmi ceux qui avaient survécu ensemble. Ce mélange d'isolement et d'entraide est devenu partie intégrante de la mémoire du désastre. La mortalité a eu un autre effet inattendu, l'héritage massif de biens. Beaucoup de personnes qui ne possédèrent pas auparavant de terres ou de propriétés se sont soudain retrouvées avec des ressources ayant appartenu à des parents décédés. Ce phénomène a modifié la répartition de la richesse et a permis à certains paysans et artisans de gravir l'échelle sociale. En même temps, il a généré des conflits juridiques et familiaux concernant la propriété des terres et des maisons. Dans le domaine culturel, la peste a inspiré des réflexions sur la fragilité de la vie et l'inévitabilité de la mort. Écrivains et penseurs ont commencé à poser des questions sur le sens de l'existence et la justice divine. Bien que la majorité de ces réflexions restaient encadrées par la religion, elles ont marqué un changement dans la sensibilité collective. L'empreinte de la peste noire a été bien plus qu'un souvenir douloureux. Elle a modifié les structures sociales, changé les mentalités, encouragé les pratiques sanitaires et ouvert la voie à des transformations politiques et culturelles. L'Europe a survécu à la tragédie, mais n'a jamais été la même. Ce qui est resté n'était pas seulement des champs vides et des cimetières pleins, mais aussi une nouvelle manière de concevoir le monde, marquée par la mémoire de l'horreur et par la nécessité de s'y adapter. La peste noire est ainsi devenue un événement qui a réorganisé la vie européenne. Bien que ses effets immédiats aient été dévastateurs, son héritage s'est étendu pendant des siècles comme un courant silencieux qui a façonné l'histoire du continent. L'effondrement du pouvoir, la peste et la naissance de nouvelles élites. Au XIVe siècle, la peste noire n'a pas seulement décimé des populations entières, elle a également détruit les structures sociales et politiques qui semblaient solides depuis des siècles. Le monde médiéval était organisé autour de monastères, châteaux, villes et villages, où chaque secteur jouait un rôle défini. L'épidémie a bouleversé cet ordre de manière soudaine et a ouvert la voie à de nouvelles formes de pouvoir. Ce qui semblait immuable s'est effondré en quelques années, et dans ce vide sont apparus des groupes auparavant relégués ou soumis à d'autres autorités. Un des exemples les plus clairs s'est produit en Angleterre, où la ville de Bury St Edmunds montrait l'équilibre typique de la société médiévale. Là, le monastère était l'institution dominante, propriétaire de terres, ateliers, moulins et droits de marché. Les habitants devaient payer des tributs, obéir aux règles et vivre sous l'ombre de l'autorité ecclésiastique. Pendant des générations, cette relation est restée stable. Cependant, lorsque la peste a réduit la population de moitié, les dynamiques quotidiennes se sont effondrées. Les paysans ont commencé à se faire rares, les ateliers sont restés sans apprentis et les champs sans main pour les travailler. Le monastère, qui dépendait de cette main-d'œuvre, a vu son pouvoir s'affaiblir immédiatement. Alors que l'institution religieuse sombrait dans les dettes et la pénurie, un groupe différent commençait à gagner du terrain. Les commerçants urbains, qui avaient déjà accumulé un certain capital grâce à l'échange de laine, de céréales et de produits artisanaux, ont profité de la situation. Avec la chute des prix des terres, ils ont pu acquérir des parcelles et des droits auparavant détenus par le monastère. La crise qui ruinait les anciens seigneurs est devenue l'occasion pour ce nouveau secteur urbain de consolider son pouvoir économique. À mesure qu'ils achetaient des propriétés et assumaient des fonctions autrefois sous contrôle monastique, les marchands devenaient des figures centrales de la communauté. Ce phénomène n'était pas exclusif à l'Angleterre. Dans toute l'Europe occidentale, le même schéma s'est répété. Les grandes abbayes, qui avaient été des centres de richesse, sont restées désertes après la mort de leurs moines, et les ordres religieux ont connu un déclin dont ils ne se sont jamais remis. En même temps, bourgeois, artisans et commerçants survivants ont vu leur influence augmenter.
Dans de nombreuses villes, les conseils municipaux ont commencé à être dominés par des familles de marchands qui ont remplacé clercs et nobles dans la prise de décision locale. La transformation s'est également faite sentir dans les campagnes. Les paysans, autrefois soumis à des rentes et obligations sévères, ont profité du manque de main-d'œuvre pour négocier de meilleures conditions. En Angleterre, en France et dans différentes régions allemandes, les survivants ont demandé des salaires plus élevés ou le droit de quitter les terres sans punition. Les seigneurs féodaux ont tenté de résister, en promulguant des lois interdisant aux paysans de quitter leur village, mais ces mesures se sont avérées impossibles à appliquer. La réalité était que ceux qui restaient en vie pouvaient choisir où travailler, et cette mobilité a complètement changé les relations de pouvoir dans le monde rural. La peste a également eu des effets dans l'Orient méditerranéen. En Égypte, sous domination mamelouk, le système politique dépendait d'une importation constante d'esclaves circassiens formés comme soldats d'élite. Lorsque la peste a ravagé les routes d'approvisionnement en esclaves, le pouvoir militaire des mamelouks a été affecté. La diminution des troupes a réduit leur capacité à contrôler le territoire et a ouvert des espaces d'instabilité interne. L'épidémie n'a donc pas seulement été une tragédie démographique, elle a également frappé directement les bases de systèmes politiques qui semblaient solides. Dans le reste de l'Europe, les rois observaient comment le féodalisme traditionnel commençait à vaciller. La réduction du nombre de paysans et la chute des rentes obligèrent de nombreux nobles à hypothéquer leurs propriétés ou à les vendre. Les couronnes profitèrent de cette fragilité pour renforcer leur autorité, consolidant un pouvoir plus centralisé. La peste accéléra de manière indirecte la transition vers des monarchies plus fortes, car elle affaiblit la noblesse féodale qui avait dominé pendant des siècles. Les corporations urbaines furent également perturbées. Avec la mort de maîtres et d'apprentis, de nombreuses corporations durent assouplir leurs règles. L'entrée de nouveaux travailleurs, auparavant rejetés, fut autorisée, et dans certains cas, les artisans survivants héritèrent de clientèles entières, ce qui les rendit plus riches et puissants. Cette ouverture rompit avec des siècles de rigidité corporative et ouvrit la porte à une ascension sociale inattendue pour ceux qui n'avaient auparavant pas accès à ces métiers. La transformation des élites eut également une composante culturelle. Les anciennes institutions religieuses, affaiblies par la perte de moines et par la méfiance générée au milieu de l'épidémie, ne pouvaient plus imposer le même contrôle idéologique qu'auparavant. En revanche, les villes commencèrent à regarder avec plus d'attention leurs commerçants, juristes et médecins comme des figures de prestige. Ce déplacement de l'autorité marqua un changement profond dans la mentalité collective, car le respect et l'influence commencèrent à se baser davantage sur la richesse et le savoir pratique que sur la position héritée ou le pouvoir spirituel. L'effondrement des anciens pouvoirs et l'émergence de nouvelles élites se virent clairement dans les archives écrites de l'époque. Dans de nombreuses communautés, les documents fonciers montrent comment les terres passèrent des monastères et des nobles aux mains de commerçants et de paysans aisés. Ce mouvement silencieux mais constant modifia la répartition de la richesse et laissa l'Europe dans un scénario très différent de celui qui existait avant la peste. En quelques années, l'épidémie détruisit des structures féodales qui avaient mis des siècles à se consolider. Le système qui maintenait les paysans attachés à la terre se fissura. Les monastères perdirent leur pouvoir économique et politique, et les marchands ainsi que les survivants de la campagne occupèrent des espaces auparavant impensables. Cette transformation ne fut ni immédiate ni uniforme, mais son empreinte fut si claire que l'on peut dire que la peste noire non seulement tua des millions de personnes, mais renversa également les fondements de l'ancien ordre médiéval et facilita la naissance de nouvelles élites qui allaient façonner le destin de l'Europe pendant les siècles suivants. De la superstition à la science, médecine et santé après la peste. La peste noire a laissé l'Europe avec des millions de morts et la preuve que les croyances médicales du Moyen-Âge étaient insuffisantes pour faire face à une maladie aussi mortelle. L'expérience de 1347 à 1351 a obligé à repenser la manière dont on comprenait la santé, la maladie et le soin du corps. Bien que les connaissances scientifiques soient encore très loin de fournir des réponses exactes, l'impact de la catastrophe a accéléré des changements profonds qui allaient transformer la médecine, l'organisation des hôpitaux et la valorisation de ceux qui pratiquaient l'art de guérir.
Avant la grande mortalité, les médecins se formaient dans des universités qui enseignaient des théories basées sur les écrits de Galien et d'Hippocrate. On croyait que le corps était gouverné par 4 humeurs et que tout déséquilibre entre elles produisait la maladie. Les traitements consistaient à équilibrer ces fluides par des saignées, des purges, des ventouses et des régimes spécifiques. Les apothicaires mélangèrent des herbes, les chirurgiens pratiquaient des incisions ou des drainages, et les médecins universitaires émettaient des diagnostics basés sur l'observation de l'urine, du pouls et de l'apparence du malade. Ces pratiques avaient peu d'effets réels contre la peste, et pendant les années les plus dures de l'épidémie, l'impuissance de ce modèle est devenue évidente. La population a vu comment les remèdes habituels échouaient encore et encore. Des saignées qui affaiblissaient le malade, des onguents qui ne guérissaient pas les bubons, des vapeurs qui ne purifièrent pas l'air et des prières qui n'arrêtaient pas la mort. Cette impuissance a généré une méfiance envers les médecins, mais elle a également semé l'idée qu'il était nécessaire d'améliorer les connaissances. Le souvenir de cette défaite collective est resté gravé dans la mémoire et a marqué un tournant dans l'histoire de la médecine européenne. Une des conséquences immédiates fut le renforcement de la figure du médecin comme professionnel différencié. Bien que beaucoup soient morts pendant l'épidémie, les survivants ont trouvé une reconnaissance sociale accrue. Dans des villes comme Florence, Paris ou Londres, les autorités ont commencé à leur donner un rôle plus important dans l'administration sanitaire. On leur confia la révision des malades suspects, la production de rapports sur les contagions et la proposition de mesures de prévention. Cette responsabilité publique a fait des médecins une partie de l'élite urbaine, avec un statut comparable à celui des juristes ou des commerçants. Le prestige a entraîné de nouvelles formes d'organisation. Dans plusieurs villes, des collèges de médecins ont été fondés et des normes établies pour réglementer la pratique. Des licences, examens et registres ont été exigés afin de séparer les praticiens autorisés des charlatans ou guérisseurs. Ce processus de professionnalisation a consolidé la médecine comme un métier avec ses propres règles et une valeur économique croissante. Les honoraires des médecins ont augmenté et de nombreuses familles riches les engageaient comme conseillers permanents pour les soins de santé. Les hôpitaux ont également changé. Avant la peste, la plupart fonctionnaient comme des refuges religieux où l'on soignait les pauvres et les pèlerins. Après l'épidémie, une transformation vers des institutions plus organisées autour des soins médicaux a été encouragée. On a commencé à séparer les malades selon leurs affections, à appliquer des mesures d'isolement et à améliorer les conditions de propreté. Bien qu'ils fussent encore rudimentaires, ces changements représentaient un progrès vers une conception plus sanitaire que charitable. Les villes qui avaient connu les plus grandes épidémies ont adopté des mesures innovantes. Venise, par exemple, a créé les premiers lazarets permanents, des bâtiments destinés exclusivement aux malades contagieux. On y internait les personnes suspectées de porter la peste, les séparant du reste de la population. Ce modèle a été imité à Marseille, Gênes et dans d'autres villes portuaires. Le concept de quarantaine, qui avait commencé de manière improvisée pendant l'épidémie initiale, est devenu une pratique établie et régulée par les autorités municipales. L'expérience a également favorisé des avancées en chirurgie. L'absence de médecins universitaires dans de nombreux lieux a donné un rôle central aux chirurgiens et aux barbiers, jusque-là considérés de rang inférieur. Ils pratiquaient des ouvertures de bubons, des drains d'abcès et des traitements directs sur le corps du malade. Bien que souvent douloureux et inefficaces, ces procédés constants ont permis d'accumuler de l'expérience et de préparer le terrain pour une chirurgie plus développée dans les siècles suivants. La botanique médicale a également reçu un élan. Les apothicaires ont commencé à expérimenter des combinaisons de plantes et de minéraux en enregistrant les résultats de manière plus systématique. Certaines de ces observations ne guérissaient pas la peste, mais servaient à traiter d'autres maladies. Dans ce processus, un savoir empirique s'est développé, enrichissant la pharmacopée européenne et posant les bases d'une chimie médicale plus avancée à l'époque moderne. Le prestige croissant des médecins et des chirurgiens ne signifiait pas la fin de la superstition, mais un changement dans l'équilibre entre le religieux et le scientifique. Les prières et les processions restaient courantes. Cependant, la population commença à se fier de plus en plus aux diagnostics, prescriptions et mesures pratiques. Cette transition n'élimina pas les croyances anciennes, mais ouvrit un nouvel espace pour l'observation et l'expérience comme source de savoir.
En parallèle, la répétition des flambées au cours des siècles suivants a obligé à améliorer les mesures de santé publique. Chaque fois que la peste revenait, les villes appliquaient plus rapidement des quarantaines, la fermeture des marchés et des contrôles des voyageurs. Des conseils de santé ont été créés pour coordonner ces actions et dans certains endroits, des cordons sanitaires ont été mis en place autour de quartiers ou de villages. Bien que rudimentaires, ces mesures représentaient un changement fondamental, l'idée que la communauté pouvait s'organiser pour prévenir la propagation d'une maladie. L'expérience a également transformé l'éthique médicale. Avant la peste, de nombreux médecins soignaient uniquement des clients riches capables de payer des honoraires élevés. Pendant l'épidémie, certains ont fui par peur de la contagion, ce qui a suscité de vives critiques. Dans les années suivantes, la responsabilité de soigner tous, même dans des conditions à risque, a été davantage discutée. Ce débat a donné lieu à des codes de conduite exigeant des médecins un engagement plus large envers la communauté, consolidant l'idée de la médecine comme service public en plus d'un métier privé. Les changements ont touché l'enseignement médical. Les universités ont commencé à revoir leurs programmes, incluant de nouveaux textes traduits de l'arabe et du grec. Des observations sur les épidémies récentes ont été incorporées et une plus grande attention a été portée à la pratique clinique. Les étudiants passaient plus de temps dans les hôpitaux et apprenaient de l'expérience directe avec les malades. Ce virage pédagogique a renforcé la formation des générations futures de médecins et de chirurgiens. Dans le monde islamique, où la peste causait également des ravages, la médecine a connu des développements parallèles. Au Caire, à Damas et dans d'autres villes, les hôpitaux ont adopté des mesures d'isolement et les médecins ont rédigé des traités sur les contagions. Bien qu'il n'y ait pas eu de consensus sur l'origine de la maladie, l'expérience de la peste a stimulé un débat plus approfondi sur la transmission entre personnes et la nécessité de l'hygiène. Ces apports ont enrichi les échanges avec l'Europe, qui recevait à travers la Méditerranée des traductions et des textes médicaux arabes. La valorisation sociale des médecins et des apothicaires a atteint un niveau auparavant inimaginable. Dans de nombreuses villes, ils ont été intégrés aux conseils municipaux et ont participé aux décisions politiques liées à la santé. Leur avis était écouté aux côtés de celui des juristes et des marchands, consolidant une élite urbaine dans laquelle la médecine avait une place propre. La peste, qui avait démontré la fragilité du savoir médical, a en même temps renforcé le prestige de ceux qui se consacraient à soigner. La transition de la superstition à une médecine plus empirique n'a pas été immédiate ni complète, mais elle a tracé une voie claire. Chaque nouvelle flambée offrait une occasion d'appliquer les leçons apprises et d'améliorer les réponses. Cette accumulation d'expériences a lentement construit une base qui, des siècles plus tard, permettrait l'émergence de la médecine moderne. La grande épidémie du XIVe siècle est rappelée comme une tragédie démographique, mais aussi comme le moment où la pratique médicale a commencé à se transformer en un métier plus organisé, professionnel et respecté. La nécessité d'affronter un ennemi invisible a obligé à repenser la santé, à créer de nouvelles institutions et à valoriser l'expérience directe plutôt que la répétition des anciens dogmes. La peur et le désespoir ont poussé l'Europe vers un savoir plus pratique et vers une organisation sanitaire plus consciente, laissant en héritage le début d'un chemin qui mènerait de la superstition à la science.